Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans quelques jours, comme chaque année, nous nous rappellerons que la moitié de l'humanité existe. En effet, le 8 mars, c'est la Journée internationale des droits des femmes, appelée aussi communément Journée de la femme. Pour présenter cet événement en quelques minutes, je ne peux faire l'impasse sur un petit rappel historique que j'illustrerai à l'aide de quelques dates symboles, mais tout d'abord une curiosité française. Chez nous, l'origine du 8 mars remonterait au souvenir d'une manifestation d'ouvrières américaines du textile, cette commémoration née en 1955 d'un article du quotidien communiste L'Humanité relatant la manifestation des couturières new-yorkaises un siècle auparavant, soit le 8 mars 1857. Venons-en aux dates. 8 mars 1914, les femmes réclament le droit de vote en Allemagne. 8 mars 1917, à Saint-Pétersbourg, des ouvrières manifestent, initiant ainsi la révolution soviétique. 8 mars 1921, Lénine décrète le 8 mars, journée des femmes. Après 1945, le 8 mars devient une tradition dans les pays de l'Est et dans le monde. Les années 70. Le 8 mars devient plus féministe. Le 7 mars 1977, les Nations Unies officialisent la Journée internationale de la femme. Le 8 mars 1982, la journée est officialisée en France. Et le 8 mars 1921, tant que l'égalité n'est pas atteinte, le 8 mars continue d'être célébré. Les résultats, les conséquences des événements brièvement relatés par ces dates sont la situation des femmes aujourd'hui dans les pays dits avancés, les nôtres, disons tous les pays européens, les pays du nord des États-Unis, du nord américain, dont les États-Unis, la situation des acquis dans certains pays est pourtant en régression, notamment en Pologne, où le régime d'extrême droite au pouvoir, ainsi que le poids d'une religion quasi intégriste, voulait supprimer le droit des femmes à l'avortement dans tous les cas, même les cas de viol, le droit sacro-saint des femmes à disposer de leur corps et de leur sexualité. Seules des manifestations de femmes très suivies, très nombreuses, ont permis d'assouplir cette loi restrictive qui reporte des siècles en arrière nos droits essentiels. En règle générale, la montée des mouvements, des partis souverainistes, avec leur allant de nazifascisme intégraliste, tente de revenir sur le droit des femmes, car il est bien connu que qui gouverne le corps des femmes gouverne le monde. Une des expressions de cela sont les féminicides en augmentation dans beaucoup de pays, dus aussi au confinement imposé par le Covid. Cependant, en France, grâce surtout au mouvement et lutte féministes, grâce aux hommes qui nous soutiennent, nous pouvons nous réclamer avec orgueil de descendre du siècle des Lumières, de toutes les révolutions qui ont amené à la laïcité, au droit de vote, à l'indépendance financière, à l'affranchissement du droit du mari sur la gestion de nos comptes bancaires, par exemple, au droit à l'avortement, avec un bémol important, nous n'avons pas encore atteint des parités essentielles, celles des salaires, de la représentation dans les institutions, le Parlement, les grandes entreprises, même si beaucoup a été obtenu. Mais il est impossible de faire l'impasse sur la situation dans certaines parties du monde. En Inde, cela commence souvent avant la naissance. On pratique l'avortement sélectif lorsqu'il s'agit d'une fille, le travail des enfants, les mariages forcés des femmes-enfants, l'excision, encore répandue dans plusieurs pays africains, la prostitution infantile de masse dans les pays dits de tourisme sexuel, sans oublier que les Occidentaux en sont les plus grands consommateurs, français, italiens, allemands surtout. L'instruction niée aux filles, en particulier dans les États dits islamiques, le travail est encore immense, le chemin long, et nous commémorerons encore longtemps le 8 mars.
Je voudrais terminer sur une note optimiste, une petite part de l'histoire extraordinaire d'une grande dame, une grande figure du féminisme et des luttes sociales, civiques dans notre pays, Madame Maître Gisèle Halimi, qui nous a quittés depuis peu en juillet dernier, après une vie extraordinaire. Gisèle, née Taïeb, de confession juive, née en Tunisie lorsque la Tunisie était encore un protectorat français, devient avocate et à partir des années 50, elle défend des militants algériens du FLN. Son premier grand fait est la défense de Djamila Boupacha, accusée de tentative d'assassinat, puis torturée, violée en détention par des soldats français. Aidée par Simone de Beauvoir, elle médiatisera ce procès, mettant ainsi en lumière les méthodes de l'armée française au moment de la guerre d'Algérie. Elle sera la seule avocate à signer le fameux manifeste des 343 en 1971, où des femmes déclaraient avoir avorté et réclamaient donc le droit à l'avortement légal. Elle devient définitivement célèbre lors du procès de Bobigny en 1972, permettant l'acquittement de femmes impliquées dans un avortement illégal pratiqué sur une mineure de 17 ans suite à un viol subi. Ce procès a fait date et contribué à l'évolution vers la loi Veil sur l'interruption volontaire de grossesse. À la même époque, elle cofonde Choisir la cause des femmes, un mouvement extrêmement connu, mouvement féministe très actif, en médiatisant tous les procès pour viol collectif. Elle contribuera aussi à l'adoption d'une loi en 1980 définissant clairement l'attentat à la pudeur et le viol, reconnaissant ainsi ce dernier comme un crime et non traité comme un délit en droit français, comme c'était souvent le cas jusque-là. Proche de Mitterrand, elle sera élue députée en 81 et jusqu'en 84. Là aussi, elle militera pour la parité en politique et elle obtiendra le vote d'un article de loi autorisant des quotas par sexe aux élections. Mais le texte sera annulé par le très rétro Conseil constitutionnel, certainement très masculiniste à cette époque. Avec Badinter, le ministre de la Justice qui fut avec Mitterrand à l'origine de l'abolition de la peine de mort, rappelons-nous toujours, elle sera à l'origine de la loi abrogeant la distinction de la majorité sexuelle pour les rapports homosexuels, qui à l'époque était supérieure à celle des hétéros. À partir de 85, elle occupera des fonctions prestigieuses à l'UNESCO, ambassadrice de la France, puis à l'Organisation des Nations Unies, conseillère spéciale de la délégation française. Elle sera aussi rapporteuse à l'Assemblée générale pour la parité entre hommes et femmes dans la vie politique. Elle est aussi l'une des fondatrices de la puissante association altermondialiste ATTAC en 1998. Comme vous voyez, une vie extraordinaire, un militantisme sans faille, sans concession, une vraie féministe, une femme de conviction qui n'a jamais failli, jamais trahi la cause des femmes. Elle a réussi par son action à réveiller des consciences, à bousculer une politique essentiellement masculine, encore archaïque et patriarcale, dans laquelle les femmes comptaient peu ou rien. Elle a rendu dignité, honneur, justice à des femmes violées, maltraitées, à des militants torturés qui luttaient pour le droit à l'indépendance de leur pays. Inlassablement, la très belle, car elle était très belle, très humaine, maître Gisèle Halimi, nous a rendus fiers d'être femmes, d'appartenir à cette indispensable moitié de l'humanité, celle qui donne la vie. J'ai toujours eu une profonde admiration pour cette femme hors norme, comme il y en a peu. Il y aurait encore tellement à dire sur Gisèle, et je voudrais vous inviter à mieux la connaître, à la découvrir peut-être pour celles qui ne la connaissent pas. Moi, je la remercie.
Elle fait partie de mon Olympe personnel. Elle est dans les premières places. Bonne fête à nous les filles et aux hommes qui nous aiment et qui nous